Voilà, bonsoir, de retour, bienvenue pour ceux qui arrivent pour le débunkage. Donc, c'est-à-dire que là, ce soir, comme vous l'avez prévu, petite soirée spéciale. Donc voilà, la première partie, chronique, actualité. Et là, on va continuer toujours dans l'actualité avec ce reportage, en fait, cette entrevue de la BBC de Ségolène Royal. Hein, donc bon, vous connaissez tous Ségolène Royal, on va plus la présenter en France, la candidate malheureuse à l'élection de 2007. Et qui donne un entretien donc à la BBC. Et c'est toujours très intéressant d'écouter les hommes politiques français lorsqu'ils sont dans des médias étrangers. Visiblement, la BBC est une terre promise pour les politiques français pour s'adresser au monde anglo-saxon. Et ainsi, on peut un peu plus découvrir le fond de leurs pensées et véritablement ce qu'il y a derrière. Voilà, parce que quand ils sont dans ce genre de chaîne de télé, on a l'impression qu'ils sont plus prompts à, en tout cas, exprimer le fond de leurs pensées. Et voilà, cette petite entrevue donc de Ségolène Royal. Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sacker. The British Brexit vote has detonated a political explosion which is reverberating across Europe. And now EU leaders are desperately trying to ensure that the political chaos and uncertainty here in London doesn't spread right across the European Union. My guest today is France's Energy and Environment Minister, Ségolène Royal. Is the French government now determined to punish the UK to ensure the exit contagion doesn't spread? Donc il nous a posé un peu l'ambiance, le journaliste qui nous explique bien que la France, évidemment, a une position, comme vous l'avez vu, très critique, donc vis-à-vis de ce Brexit. On a vu des déclarations qui s'en sont suivies, mais aussi qui ont précédé, c'est ça qui est très intéressant. Et donc, voilà, il s'interroge sur quelle va être cette attitude du gouvernement français. Et là, donc, il va poser la question à Ségolène Royal. Ségolène Royal, welcome to Hard Talk. Bonjour. Your Prime Minister, Manuel Valls, he said that the Brexit vote is an electric shock, an explosion on a world scale. Just how dangerous do you believe Britain's vote to have been? Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes sous le choc parce que l'un des membres de la famille est parti. Alors, je suis obligé de stopper évidemment dès les premières secondes parce qu'il y a un terme qui a dû aussi vous interpeller, c'est la famille. Donc Ségolène Royal assimile donc l'Union Européenne à une famille. C'est une famille, donc voilà, vous êtes tous frères avec des Hongrois, des Bulgares, des Lettons, des Maltais, des Danois, des Finnois, des Suédois, des Autrichiens, des Irlandais, des Espagnols, des Portugais, des Italiens, oh mon Dieu, des Croates, des Lituaniens. Il y a du monde dans la famille, donc voilà, l'Europe est donc une famille. C'est une jolie métaphore, je pense, pour nous faire accepter, vous savez, l'idée, parce que l'idée quand même qui est véhiculée derrière la famille, c'est que des valeurs positives. Donc, assimiler l'Europe à une famille, et non pas, moi j'aurais pu dire, non, le syndicat de placement par exemple. C'est tout de suite un peu moins glamour, un peu moins que la famille. La famille, quand même, ça nous évoque que des choses très positives, finalement. Alors que, bon, un syndicat de placement, bon, voilà, on peut le changer, ça ne nous fait rien. Et donc, voilà, c'est intéressant. Donc, le lexique, évidemment, est toujours très intéressant. Et finalement, nous nous sentons comme pris en otage par ce vote. Ségolène, on se sent pris en otage par ce vote. C'est-à-dire que lorsque les Britanniques se sont exprimés, en fait, sur un sujet, ils se sentent pris en otage. Donc en fait, il faut mieux qu'il n'y ait pas de discussion, pas de débat, parce que c'est une prise d'otage. C'est-à-dire que le fait qu'il y a un membre qui se pose la question, il met en otage les autres. Donc déjà, on voit bien le côté totalitariste déjà de l'Union européenne. Mais bon, c'est une famille. C'est certainement la mère de famille. Je crois que c'est un risque très grave qui a été pris. Et surtout que ce risque a été pris parce que ce vote a été instrumentalisé. Le vote a été instrumentalisé. C'est-à-dire que les gens, si j'écoute Ségolène Royal, vous allez voir, ça va faire partie du lexique, c'est aussi instrumentalisé. Retenez-le, vous allez voir. Et donc, voilà,
Donc c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Les gens ne prennent pas de décision par eux-mêmes, ils sont forcément instrumentalisés. Il y a des gens là, les espèces de marionnettes, non, on instrumentalise. Mais la question, elle est pourtant claire. Est-ce que vous voulez rester, oui ou non, dans l'Union européenne? Donc, quelle instrumentalisation? Puisque ça fait 30 ans que l'instrumentalisation, elle est plutôt du côté de l'Union européenne, qui, je rappelle, paye des gens pour comment dire, sa communication Internet, pour la rehausser dans les réseaux sociaux. C'est elle, l'Union européenne, qui investit des millions, des centaines de millions d'euros pour sa propre communication. Lorsque vous voyez ces affiches, ici l'Europe s'engage, il y a des petits drapeaux bleus partout, etc. Donc la propagande et l'instrumentalisation, il faudrait déjà demander de quel côté elle est vraiment. Parce que les partisans de la sortie de l'Union européenne, ils n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'affiches 4x4 avec des petits drapeaux aussi. Ils n'ont rien de tout ça. C'est ce que la force et la puissance des réseaux sociaux. Donc, ce n'est qu'une force abstraite. Vous voyez, c'est la fameuse nouvelle opinion publique. Mais c'est certainement pas Madame Royale qui va nous expliquer ça, alors que, je suis désolé, les partisans du non n'ont pas accès aux médias comme ils le voudraient et développer leurs analyses comme ils le souhaiteraient. C'est pas possible. Donc, la propagande, il faut se demander qui instrumentalise qui, vraiment. Au cours d'une campagne précédente pour d'autres enjeux que l'enjeu européen. Et en général, et ça se prouve dans tous les pays démocratiques, lorsque on instrumentalise un vote pour autre chose que son objectif, à ce moment-là, ça revient en boomerang. Alors, il est prouvé dans les pays démocratiques que lorsqu'on instrumentalise, alors je vais dire, à savoir qui instrumentalise, ça revient en boomerang. Mais c'était quoi l'objectif d'instrumentaliser Cameron de ce vote, quoi? Oui, pour sa propre réélection. Super, il a démissionné. Ça valait le coup. L'objectif était réussi, semble-t-il. Mais enfin, c'est pas très sérieux, quand même. I sense a tone of anger in your voice and in your answer. Do you think the British government, maybe the British people too, understand the depth of anger and alienation being felt in Paris and across Europe? Oui, enfin, que le peuple britannique sente effectivement la colère des peuples européens, pardonnez-moi, mais oui, la colère des dirigeants européens. Là, oui, pour le coup, les dirigeants, ils étaient très fâchés, on les a vus tout de suite, ils voulaient virer la Grande-Bretagne, machin, etc. Le lendemain, tout le monde jouait les espèces de matadors contre l'Angleterre, et puis bon, tout ça est un peu d'ailleurs redescendu depuis, mais Ségolène, d'ailleurs, en tête, avec le gouvernement français, on va lâcher les immigrés de Calais, etc. Enfin, il y avait tout un tas de menaces, effectivement, complètement ahurissantes qui pesaient sur la Grande-Bretagne. Je pense que le gouvernement qui a pris cette responsabilité le comprend parfaitement. Je ne mettrai pas sur le même plan le gouvernement et le peuple anglais. Le peuple a voté et ce vote doit être respecté. Alors, je ne mettrai pas sur le même plan le gouvernement et le peuple, mais c'est le peuple qui a voté. Alors je croyais qu'ils étaient instrumentalisés. Alors il faut savoir, ils sont instrumentalisés, mais il faut respecter leurs décisions. C'est une bande de fous qui ne savent pas pourquoi ils votent et qui ne votent pas pour le bon sens, mais il faut quand même respecter leurs décisions. Au passage, il faudra rappeler à Madame Royale que son propre camp, le Parti Socialiste, lui, a ratifié le traité de Lisbonne, qui n'était on va dire, une copie de la Constitution européenne, qui elle-même avait été rejetée par les Français, et qu'on n'a pas respecté la parole. Donc je trouve bien inspiré, maintenant, Madame Royale, de venir nous expliquer « il faut respecter la parole du peuple britannique », quand bien même, dans son propre camp, dans son propre pays, elle n'est même pas capable de respecter, elle, la volonté de son peuple. Vous voyez, c'est toujours ça, c'est fascinant quand même d'avoir des hommes politiques qui vont expliquer ça sur une télé étrangère, alors qu'eux-mêmes agissent exactement à l'inverse, évidemment, dans leur pays, quoi. Et s'il a voté dans ce sens, c'est qu'il en avait sans doute de bonnes raisons. Alors s'il a voté dans ce sens, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Je croyais qu'il était instrumentalisé, et qu'il ne savait pas pourquoi il votait et que c'était pas l'enjeu. Voilà, on n'est plus à une contradiction près. Quelles sont ces raisons? D'abord, je crois que quand l'Europe fait des choses positives, elle ne le dit pas assez. Quand l'Europe fait des choses positives, elle ne dit pas assez. Pour mieux, parce que je vous en parlais au début, vous n'avez pas vu toute cette propagande. Je veux dire, l'Europe, ils sont quand même extraordinaires. L'Europe, quand elle fait des choses positives, ne le dit pas assez. Mais l'Union européenne, c'est quand même l'organisation qui
comment dire, se finance grâce aux cotisations des États, donc qui ensuite, à qui elle rétribue l'argent que ces mêmes États lui ont donné en gardant une partie, et en plus qui communique dessus, puisqu'elle va vous faire des jolies affiches un peu partout, et vous êtes obligé de dire l'Europe s'engage, vous pouvez des drapeaux européens partout, l'Europe fait ci, l'Europe fait ça, hein, l'Europe fait ça avec l'argent de la France. Donc quand elle nous dit, oui, l'Europe fait des bonnes choses, mais elle ne le communique pas assez, mais qu'est-ce qu'elle ne communique pas l'Europe, justement, puisqu'ils dépensent des centaines de millions dans leur com, on le voit, vous voyez toutes ces pubs, hein, on se rappelle même d'une pub qui avait fait scandale à l'époque, hein, où ils reprenaient une espèce d'européenne façon Kill Bill qui mettait à genoux l'Inde, la Chine, les Arabes, les Noirs et compagnie. Et grâce à l'Europe, on est plus fort et tout ça a été très 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 mal perçu. Donc, qu'on me dise que l'Europe ne communique pas, non. Ou alors l'Europe communique très mal. Hein. Ah oui, ça on peut en parler. Ouais. Ensuite, je pense que l'Europe s'est éloignée des peuples. Je le dis souvent, ce n'est pas d'aujourd'hui que je le dis. Bah ouais, l'Europe s'est éloignée des peuples. Et quelle conclusion vous en tirez, Madame Royale, de ça? Parce que ça vous insinue quoi, que l'Europe n'est pas démocratique, alors? L'Europe s'est éloignée des peuples. Bah, dis donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, c'est honnête de le reconnaître, mais il faudrait quand même en tirer les conséquences. C'est bien beau de faire des jolis constats comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça la vraie question. Et enfin, je pense que l'Europe doit reconcentrer son action sur ce qui est essentiel et sur ce qu'elle sait faire de mieux que les États. Ah bon? Si c'est pas du sophisme, alors là, l'Europe doit se reconcentrer sur l'essentiel. On ne sait pas ce que c'est que cet essentiel. Est-ce qu'elle fait mieux que les États? Ah bon? Mais que fait-elle mieux que les États? Puisque c'est les États qui la financent et tout passe par les États pour les applications de toutes les directives. Donc qu'est-ce que l'Europe fait mieux que les États? J'aimerais bien aussi, voilà, ça restera un mystère, hein, évidemment. On n'aura pas la réponse ce soir, hein, évidemment. Il faudra refaire une interview de Madame Royale, parce que je pense qu'elle n'acceptera pas. Je crois beaucoup au principe de subsidiarité. There is already a debate about when the negotiations on the Brexit should formally begin. Your President and Prime Minister have suggested they want those formal negotiations to start as soon as possible, and indeed one source, close to President Hollande, said nothing would be worse than a long drawn-out negotiation, and France is going to exert pressure with that in mind. So how are you going to pressure the British to implement Article 50 and to get these talks going? C'est une question très intéressante, effectivement. Comment la France va mettre la pression? Puisque vous voyez, les Britanniques ne sont pas insensibles à ces réactions qu'ont eues les dirigeants français qui ont été tout de suite dans la foulée du Brexit de dire « Allez, il faut arrêter, faut qu'ils se dégagent. » Je veux dire, après nous avoir, entre guillemets, ils ont quand même fait chier pour qu'ils restent dans l'Union Européenne, et puis aussitôt qu'ils ont pris leur décision, il faut que vous dégagiez, hein, parce que c'était ça, dès le lendemain, Juncker, machin, Hollande, ils étaient tous au créneau, ah oui, il faut aller vite. Les Anglais ont dit, attendez, attendez, on réfléchit, on va sortir, et on sort, voilà. Et je trouve ça tellement intelligent de leur part, en tout cas aux Britanniques. Et là, les Français, par contre, ils n'ont pas eu cette réaction-là. Alors là, vous allez voir Madame Royale dans ses œuvres. La pression, c'est très simple, c'est deux choses. D'abord, le respect du vote populaire. Deuxièmement, la vérité. Car si un vote n'est pas traduit en actes, et si les dirigeants qui ont pris cette lourde responsabilité ne sont pas suivis d'un certain nombre d'effets, à ce moment-là, d'autres pays pourraient fort bien dire nous allons voter puisque cela n'a pas de conséquences. Alors, Ségolène Royal lui a attribué le titre de la plus belle sophiste de l'année, parce que là, sincèrement, vous avez entendu, quand même, cette dame nous dit que il faut respecter à la fois la volonté populaire, même si les gens sont instrumentalisés, mais en même temps, il faut qu'ils fassent face à leurs conséquences, etc. Donc, mais comme si, en fait, si vous voulez, une espèce de rancœur, de haine, face à cette décision, et en disant, en plus, alors là, c'est pour ça que je parle du sophisme, cette phrase de la fin, oui, ça pourrait donner aux autres l'envie de voter. Mais sans qu'on sache ni pour qui, ni pourquoi, ni de quoi. C'est complètement... je vous dis, les politiques n'arrivent plus, et surtout à gauche, ils sont dans une cécité totale de pouvoir nommer les choses. Et on est dans une période, dans une séquence, on va dire,
historico-politique où justement tous les problèmes se débunkent un à un et sont en train de sauter. Et l'Union européenne en fait partie. Voilà, l'Union européenne, je suis désolé, ben oui, elle fait partie de ce débunkage général. Et le Brexit contribue un peu plus chaque jour à débunker encore tous ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas sortir de l'Union européenne, etc., etc. Et chose, voilà, c'est quand elle dit ça lui revient comme un boomerang, j'ai envie de dire, mais Madame Royale, c'est dans votre tête qui revient le boomerang, s'il y a un boomerang qui revient. But you can't make David Cameron trigger Article 50. He has the right to delay it, and he's said that because he's now leaving office, he will leave it to the next Prime Minister to decide how and when to implement Article 50 and begin the formal negotiations. I just don't see how the French government can actually put pressure on the British. It's a British decision, it's not a French decision. Tellement, là on est vraiment face à l'évidence. Et ce monsieur est vraiment d'une grande qualité, ce journaliste, parce que il la met face à l'évidence. Cette décision n'appartient pas au gouvernement français. Comment il dit, je ne comprends pas, le gouvernement français, comment il pourra imposer sa pression, et d'ailleurs ce n'est pas de son ressort. Évidemment. Et les Britanniques peuvent se sentir vexés, peuvent se sentir offusqués par l'attitude des Français. Non mais qu'est-ce que c'est ce pays qui vient nous donner des leçons, ouais, on va vous punir, on va machin, etc. Non, mais attendez quand même, il faudrait que la France, on est des dirigeants qui la coulent un peu moins douce, parce que Ségolène Royal, elle a beau dire, mais quand elle va se retrouver face au public, elle va finir comme Manuel Valls à Nice, se faire huer, prendre des œufs sur la tête si ça continue. Le gouvernement n'a pas officiellement parlé de pression. Faux, il a absolument parlé de pression. Enfin, il n'a pas officiellement parlé de pression. Déjà, tout est dit dans le officiellement, vous voyez, c'est officieusement. Mais quand il a dit, le gouvernement a bien mis la pression aux Britanniques, tout à fait. Les déclarations ont toujours été dans ce sens d'une espèce de chantage qu'on a fait aux Britanniques. Et le jour où ils ont voté le Brexit, ils ont dit, il faut vite qu'on mette la sortie, Moi, j'appelle ça mettre la pression. Je suis désolé, Madame Royale, le gouvernement a bien mis la pression. D'ailleurs, elle se grille elle-même par le langage en disant officiellement. En revanche, comme vous le savez, les chefs d'État de l'Allemagne, de l'Italie et de la France viennent de se réunir et ils sont d'accord pour dire que pour que les choses soient claires, il faut que l'article 50 soit rapidement mis en application. Pas tout à fait exact. Angela Merkel a bien dit, oui, qu'elle laissait tout le loisir aux Britanniques de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, ils ont changé de Premier ministre. C'est Cameron qui a plutôt avancé sa date, puisqu'il avait décidé de le faire à la rentrée, puis finalement, ça a été fait là récemment. Donc, là, elle a fait le tour des capitales, elle est allée à Berlin, elle est venue à Paris, et à Berlin, puisque c'est à Berlin que ça se décide, plus qu'à Paris, on lui a expliqué que, de toute façon, on laisserait aux Britanniques, évidemment, tout le loisir de pouvoir mettre en place l'article 50, toutes les modalités, etc., que tout ça allait se faire en bonne intelligence, vous voyez ? Et que le Brexit soit appliqué. But it's not your gift, it's not your decision, it's a British decision. Eh oui, voilà, comme ils disent, c'est une décision britannique. Il ne comprend pas pourquoi maintenant les Français voudraient s'en mêler. Il a tellement raison, quoi. Tu vois, là, il s'est dit, mais quelle est la logique politique? Est-ce que ce soit la France qui va... Et puis, je rappelle que c'est l'Union européenne, non, qui est concernée. Il y a bien 27 autres États, et si on enlève la France et la Grande-Bretagne, il en reste encore 26 qui ont aussi quelque chose à dire, en théorie. Parce que dans l'Union européenne, on a bien compris, les petits pays, il faut qu'ils la ferment. Ça, c'est les Européens sont fascinants pour ça, parce qu'ils vous disent toujours, mais non, mais c'est la France qui décide, un peu, vous voyez, du mélanchonisme. Nous, on est la deuxième économie, c'est nous qui décidons, les autres, ils ont qu'à se la fermer. Et c'est un peu pareil, toute la gauche est sur ce même logiciel. On adore l'Union européenne, mais vas-y, on voudrait prendre le pouvoir et puis que les autres ferment leur gueule. Voilà. Oui, mais la famille a aussi son mot à dire. Ah bah oui, voilà, on a dit qu'elle me répondrait, là, c'était fantastique. Oui, effectivement, la famille a son mot à dire. Le mot famille, vous avez remarqué, il revient souvent. Puisque les Anglais ont pris l'ensemble du système européen en otage, d'une certaine façon. Nous n'avons pas été consultés. Mais quelle arrogance! Mais non, mais Madame Royale, mais quelle arrogance! Nous n'avons pas été consultés! Donc, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est les Anglais qui, pour prendre leur décision, il faut qu'ils demandent l'autorisation encore aux 26 autres! Non, mais c'est surréaliste quand même. Nous n'avons pas été consultés. C'est-à-dire qu'elle revendique clairement le fait qu'il eût fallu que l'Angleterre
consultassent la France. Je veux dire, mais c'est de la folie. Ils sont quand même là, vraiment, on voit que nos dirigeants ont complètement perdu les pédales. Hein. Et après, c'est cette dame qui va essayer de nous vendre l'Union européenne. Ah bah, ouais, elle a vachement envie d'y aller. Ouais. Pour engager ce référendum. C'est David Cameron qui a décidé tout seul de faire ce référendum. C'est David Cameron tout seul, mais il est quand même le Premier ministre britannique, bon sang, c'est pas possible cette affaire. Hein, et il avait promis devant le peuple, puisque c'était une de ses promesses de campagne. Bien sûr, oui, c'est une réalité, oui, c'était la promesse de campagne de David Cameron, qu'il a cédé devant la pression. Et pression, n'oubliez pas, de tous les partis, parce que chez les Labour, chez les travaillistes, qui correspondent à la gauche, il y avait des gens qui voulaient ce référendum. Dans son parti, je vous en parle même pas, chez les conservateurs, ils voulaient tous le référendum. Dans son propre gouvernement, il voulait le référendum. Il était acculé, David Cameron, puisque tout le monde lui disait « on veut le référendum ». Donc, faut nous dire, oui, oh ben David Cameron, il a décidé tout seul. Non, il s'est pas levé un matin, oh putain, allez, référendum, machin. Non, c'est pas passé comme ça. Il y a eu une énorme pression en Angleterre. Ça fait des années que Nigel Farage, vous savez, qui est le président du UKIP, ça aussi, hein, tout le monde s'était emballé. Ah, bah s'il gagne, il va être déchaîné. Ah, là, David, Farage, il va faire ceci. Farage, le lendemain, il a dit, ça y est, j'ai accompli ma mission, je démissionne, les gars. Voilà. Je vous dis, rien ne s'est passé comme il l'avait prévu. Hein. Rien. Hein. Les grands prédicateurs des grands soirs, là, qui nous ont fait des couplets d'apocalypse sur la sortie de la Grande-Bretagne, on l'a pas vu. L'effondrement de la bourse. Parlez-en d'effondrement de la bourse, on a vu. La bourse, elle n'a jamais mieux marché. Hein. Alors, faut arrêter. Maintenant, il doit en assumer les conséquences. Et la famille européenne, qui a de très lourdes responsabilités, nous devons continuer à lutter contre le terrorisme, contre l'insécurité. Ah oui, on a lutté contre le terrorisme et l'insécurité. Et puis, Madame Royale, vous pensez qu'évidemment, notre participation à l'OTAN, en allant financer les groupes Al-Nosra, Jabbar, je sais pas quoi, tous les groupes de terroristes islamistes en Syrie, en Irak, vous pensez que ça, évidemment, c'est une politique qui va porter ses fruits dans la lutte contre le terrorisme et qui va pas nous mener dans le mur comme elle est en train de nous mener en ce moment. Ces gens-là ont une responsabilité particulière dans la situation que nous vivons. Faut pas l'oublier. Hein. Madame Royale, elle aura des comptes à rendre après. Alors, il faudra qu'elle rende des comptes un jour. Nous devons relancer la croissance économique, nous devons protéger le modèle social et le modèle environnemental, et donc nous devons continuer à protéger la famille européenne, celle qui reste ensemble. Famille, 3 fois, je vous dis, c'est cette espèce la répétition est le premier des conditionnements, hein. Elle l'a compris aussi, donc la famille européenne, elle nous met ça, vous voyez, comme une espèce d'incantation de grande prêtresse, hein, tu vois. Et puis, en plus, une espèce de culpabilisation, c'est presque du chantage affectif vis-à-vis du Britannique, du genre, vous avez quitté la famille, vous savez, c'est un ingrat. Parce qu'évidemment, si vous quittez une famille, vous êtes un salaud, ça c'est pareil, dans l'imaginaire, vous voyez, de chacun. Si je vous dis, oui, le mec il quitte sa famille, par définition, il quitte sa famille, bon, sa famille c'est soit des horribles enculés, pardonnez-moi le langage, mais sinon, je veux dire, on quitte pas sa famille, ou alors quoi, ils sont pas d'accord avec nous, etc. Enfin, c'est des choses très graves, hein, mais vous voyez bien qu'il y a une espèce de culpabilisation, oui, ceux qui restent, voilà, les relations entre ceux qui ont voulu rester. Mais ceux qui ont voulu rester, il faut leur demander s'ils veulent rester, Madame Royale, mais ça on va le voir après. Tout en développant, bien évidemment, les relations bilatérales avec le Royaume-Uni. En développant les relations bilatérales avec le Royaume-Uni. Comme si le Royaume-Uni allait s'arrêter d'avoir des relations bilatérales, parce que ça, c'est le grand mensonge, hein, vous savez, de l'Union européenne. Oui, nous faisons vivre, ils ne font rien vivre du tout. Et personne n'a envie de se passer de la Grande-Bretagne comme partenaire commercial en Europe, croyez-moi, et commencer par les Allemands. Hein, avec toutes les voitures et tout ce qui leur fourgue, ils n'ont certainement pas envie de se passer de la Grande-Bretagne, donc il faut arrêter de rêver. Hein. As you say, there are all sorts of ways in which Britain's relationship with the EU matters, but the number one issue, above all others, is the economy and what kind of trade deal the United Kingdom can expect with the European Union after Brexit. Now, one senior Conservative minister who may be putting his hat into the ring to be the next leader, Jeremy Hunt, has just written this. He said, "We must negotiate for the UK full access to the single market with a sensible compromise on the freedom of movement principle." Do you think that is possible? Très intéressant, effectivement. Les Britanniques qui veulent négocier
un accès, comme ils disent, total au marché, évidemment, sans restriction, sans machin, sur tous les produits, comme finalement ce qui se passe aujourd'hui. Sauf qu'évidemment, en plus, ils ne voudraient pas, évidemment, de cette libre circulation. Et évidemment, ils mettraient des entraves, eux, à la libre circulation. Cohérent, moi, je le trouve cohérent jusqu'à présent, les Britanniques. Mais ça plaît pas côté français. Je pense qu'il faut remettre bien les choses à plat, car le Royaume-Uni disposait déjà de beaucoup d'avantages par rapport aux autres membres de l'Union européenne. Ah, bah oui, mais c'est vous qui l'avez laissé faire, le Royaume-Uni, parce qu'ils sont un peu moins carpettes que nos dirigeants. Et ils ont réussi, effectivement, au fur et à mesure des années, à se démarquer, à faire une Europe à la carte, comme ça les arrangeait. Et aujourd'hui que ça les arrange plus, ils s'en vont. Et ils vont refaire peut-être des accords avec l'Union européenne, mais ils sont toujours plus malins, c'est tout. Ils n'avaient pas été obligés de rentrer dans la zone. Ils bénéficiaient d'un certain nombre d'exceptions. Eh ben oui, ils n'ont pas fait comme nos dirigeants français qui sont entrés dans la zone euro. Et qu'est-ce que ça a donné, Madame Royale, hein? C'est ça, parce que les pays, pour le moment, c'est bien prouvé, ça c'est statistique. Hein. Voilà, on pourra mettre un peu de méthode scientifique là-dedans. Bah, prenez les chiffres et vous allez voir que les pays qui s'en sortent mieux, ce sont ceux qui ne sont pas dans l'euro. Ceux qui s'en sortent mieux en Europe, c'est ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et après, ceux qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui ne sont pas dans l'euro. Tirez-en des conclusions. Au fond, il avait tous les avantages de l'Union européenne sans en avoir les inconvénients. Et malgré ça, les leaders politiques n'ont pas été capables d'obtenir un vote positif du peuple britannique. Ah bah, malgré ça, bah parce que les Britanniques, ça c'est ce qu'elle dit, ils avaient... Mais l'Union européenne, elle a touché de plein fouet aussi l'économie britannique dans tout un tas d'aspects, de secteurs, hein, et pour lesquels des secteurs entiers de secteurs entiers ont disparu en Grande-Bretagne. Et ils le savent très bien. Et puis les Anglais, oui, sont très attachés à leur souveraineté, et voir des fonctionnaires européens qui vivent avec des salaires faramineux, qui ont des trains de vie, parce que ça, on n'en parle jamais, hein, Madame Royale. Et ben ça, oui, les Britanniques sont choqués. Oui, effectivement, quand ils apprennent, comme dans le reportage Brexit, qu'il y a 22 000 fonctionnaires européens qui touchent un salaire supérieur à celui de leur Premier ministre, eh ben oui, les Britanniques sont choqués. Oui, parce que, vous voyez, ils ont encore un petit peu de sens politique. Hein, et chez eux, on ne fait pas de la politique pour devenir Rockefeller. Ou alors, dans ce cas, on fait des affaires. Mais on arrête de faire les deux, là. Donc maintenant, on ne peut pas avoir tout et le But contraire. with respect, that was then and this is now. I suppose it comes down to this. Whether you are minded, you in the French government and other European governments, whether you're minded to look for a compromise with the United Kingdom to maintain a very strong relationship, or whether there is an element of punishment that you feel the UK will have to be punished, will have to face serious negative consequences for leaving the Union. Absolument pas. Il n'y a aucun état d'esprit de punition. Enfin, absolument pas. Il faut encore une fois, si on voit les déclarations, en tout cas, qui s'en sont suivies de tous les responsables politiques français, en particulier ceux du gouvernement, ils avaient vraiment une volonté, oui, plutôt punitive. Hein. Alors, bon, je sais pas, Ségolène, elle semble pas l'entreapercevoir, et pourtant, il y a quand même une réalité derrière. Ça ne serait pas digne des États européens et ça ne serait pas conforme à l'idée que je me fais de la démocratie. Maintenant, ce vote a été fait et comme signal à l'égard des autres pays qui pourraient, dans certains États, être tentés aussi d'instrumentaliser politiquement, je pense par exemple à l'extrême droite qui pourrait fort bien instrumentaliser dans beaucoup. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, en fait, un vote sur l'Union européenne, il est forcément instrumentalisé par l'extrême droite. Ah bon? C'est l'extrême droite donc qui donne toute cette image déplorable de l'Union européenne, mais pourtant, moi, je ne vois pas l'extrême droite partout à la télévision. Au contraire, hein, on nous l'explique l'inverse, parce qu'il y a même le directeur de la DGSI qui vient nous expliquer que c'est le grand danger qui guette la France, hein, c'est l'ultra-droite et tout, machin. Et donc, oui, l'extrême droite, c'est elle qui instrumentalise, donc, les débats dans les pays. Ah bon? Parce que c'est l'extrême droite qui a toutes les chaînes de télé, toute la journée, des journalistes qui viennent nous expliquer que l'Union européenne, c'est formidable. Donc là, Madame Royale, oui, les votes sur l'Union européenne, c'est forcément l'extrême droite. C'est le peuple, il ne peut pas penser par lui-même, mais il est forcément d'extrême droite. Hein. Et puis, il écoute l'extrême droite, parce qu'elle est très méchante, l'extrême droite, elle instrumentalise les peuples en plus. Hein. C'est ça qu'elle veut nous expliquer.
beaucoup de pays ce qui s'est passé ici, eh bien, je crois qu'il ne faut pas laisser faire ça. Pourquoi il ne faut pas laisser faire ça? Parce que si la situation est ambiguë, But isn't that, with respect, isn't that precisely why there are some members of your government in France who say, you know what, the Brits cannot be given a good deal, because if the deal looks too good, it'll simply encourage others to think about making the same exit. There will be, the word is the contagion. yes, You worried about that? il peut y avoir une contagion, évidemment. Ah, bah évidemment. Ah, bah, je crois que l'Union européenne elle est tellement parfaite, mais bah, alors dans ce cas, c'est plein de failles. Évidemment qu'il y aura une contagion. Bah évidemment, bah, pour les mêmes causes, les mêmes raisons. C'est que son histoire d'instrumentalisation, ça tient pas. Alors dans ce cas, c'est le grand complot. Tout le monde instrumentalise, tout le monde dans tous les pays, hein, évidemment. Hein, mais comme je vous dis, si on parle d'instrumentalisation, il faudra remettre de quel côté elle est l'instrumentalisation réellement. Hein, parce que pour moi, c'est pas l'ultra-droite qui instrumentalise les débats en France. Il faudrait quand même remettre les choses en place. Il peut y avoir une contagion. Si le fait de voter ne change rien, ou si on continue à tirer plus d'avantages de sortir de l'Union européenne que d'y rester, mais bien sûr qu'il va y avoir une contagion. The mayor of Calais has said that as a result of the Brexit vote, there should be a complete rethinking of the so-called Le Touquet Treaty of 2003, which sees British immigration officials working on French soil and, in effect, going through the passport controls and procedures on French territory, not in British territory. Now, the argument is that after Brexit, the French have the right to tear up the Le Touquet Treaty and tell the British that they should do it for themselves in Britain. Il n'a jamais été question de ça. Je pense que sur ces sujets-là précisément, nous n'avons pas à improviser. Ah, d'accord. Bon, sachant qu'en plus, le traité du Touquet, c'est des accords bilatéraux France-Grande-Bretagne, il y aura de questions de les remettre en question. Ça, c'est encore des fausses questions. Ça, c'est encore, tu sais, qui a été brandi par Macron, par tout un tas de gens. Voilà, le maire de Calais. Un maire peut faire une déclaration, ça n'est pas la position du gouvernement français qui aujourd'hui est en train de regarder l'ensemble des sujets. Et nous le ferons en bonne intelligence avec le Royaume-Uni, parce que je le répète, les relations bilatérales n'ont aucune raison ni de s'affaiblir, ni de se dégrader, ni de se transformer en je ne sais quelle punition. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit du gouvernement français. Oh bah, vous nous rassurez, Madame Royale, parce que les déclarations pour le moment du gouvernement français, elles n'est pas trop dans ce sens. Mais bon, là, pour les Britanniques, donc allez leur expliquer qu'on veut les punir, ils vont pas se laisser faire. Maintenant, il faut juste de la clarté et de la vérité, comme je l'ai dit. Ce sont les deux mots-clés. De la clarté, de la vérité et de l'application des principes démocratiques. Bah, tout ce que fait pas son gouvernement, quoi. Clarté, vérité, appliquer des principes démocratiques. Bon, bah, hein, elle devrait appeler ma nouvelle, là, hein, parce que franchement, question vérité, clarté et principes démocratiques, là, on a battu des records, hein, quand même, en France. Truth, I got you. So let's have clarity and truth on one other bilateral issue which could be affected by all of the uncertainty that comes with the Brexit vote. And that is, in a sense, part of your ministerial responsibility. It's concerning energy and the massive French investment in a new nuclear power station at Hinkley Point in the west of England. It's vastly expensive. It's going to cost at least, it seems, £20 billion. And according to one leading energy expert in the UK, Paul Dorfman, he says this. He says, after all of the uncertainty that comes with Brexit, it is, quote, extremely unlikely that the French energy company EDF will continue with its investment and its plan for Hinkley Point. Is he right? Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison, d'autant que c'est comme sur le sujet précédent. Évitons de dire n'importe quoi sur tout. Là, il y a là aussi des engagements qui ont été pris, des partenariats énergétiques qui sont faits, une entreprise sérieuse, EDF, qui va être recapitalisée, comme vous le savez, par le gouvernement français. Oui, recapitalisée parce qu'elle est très mal, EDF. Évidemment, après l'avoir mis tellement mal, ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. En tout cas, voilà, oui, la France ne va pas remettre de toute façon en question les accords, hein, surtout les contrats très juteux avec la Grande-Bretagne. Et donc, sur ce sujet-là, bien évidemment, les engagements seront tenus.
But doesn't Ça the n'a rien à project, the voir avec project looks very ça n'a rien à different? voir avec l'Union européenne, ce n'est pas un projet européen, il n'y a pas de financement But européen. it has a lot. Eh ben voilà, encore une fois, et elle l'avoue elle-même, il n'y a pas de financement européen. Vous voyez, on peut passer des accords bilatéraux avec la Grande-Bretagne et on n'a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour travailler avec la Grande-Bretagne. Et ça, les gens vont vite le comprendre. To do with confidence and uncertainty, and doesn't the project look very different now that Britain is in the midst of complete political chaos, long-term economic uncertainty, and why would EDF, which is 85% owned by your state, why would it want to continue with this project amid so much uncertainty? Mais écoutez, on ne va pas en plus, nous, être mis en cause. C'est pas nous qui avons fait le référendum. Oh, bah là, elle est fâchée. Là, c'est pas nous qui avons fait le référendum. Bon, d'accord, oui. Hein, vous n'allez pas être mis en cause, mais bon, voilà, quoi. J'espère que vous allez respecter quand même la parole des gens. Donc il ne s'agit pas non plus de laisser toutes les entreprises françaises maintenant être mises en cause par le Royaume-Uni sous prétexte qu'on va remettre en cause un certain nombre de contrats. Ça, il n'en est pas question. Donc c'est sur chaque contrat maintenant ou sur chaque action bilatérale, on doit être mis en cause. Ça, c'est un peu le monde à l'envers. Pardon de vous dire cela, mais c'est un peu le monde à l'envers. Donc, ce que je vous dis sur ce projet-là, et je suis ministre de l'Énergie, donc j'ai la légitimité pour vous le dire, c'est que les partenariats qui ont été noués et qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne n'ont aucune raison d'être mis en cause. A lot of your fellow French men and women, I think, have lost faith in Europe. And when you say you want Europe to go in deeper, more integrated direction, many will listen to Marine Le Pen. She hailed the British referendum result. She said it was a victory for freedom. And you know, the National Front right now commands well over 20% support in your country. C'est pour ça que c'est dangereux. Voilà, on y arrive. Bon, le journaliste, lui, il dit la réalité, que Marine Le Pen, effectivement, a bénéficié d'une grande popularité, qu'elle s'est prononcée clairement comme une victoire pour les Britanniques, de la liberté, etc., etc. Donc, voilà, c'est dangereux. Voilà, ça, évidemment, ça, on appelle ça dangereux pour Madame Royale. C'est pour ça que c'est très dangereux. Mais ce n'est pas surprenant. David Cameron, il le savait, ça. Il connaissait la position des extrêmes droites en Europe. Il connaissait... Alors, c'est la faute à David Cameron. Il a suivi l'extrême droite qui instrumentalise les débats. Voilà, voilà son explication. C'est ce qu'on appelle la cécité la plus totale. Hein. Je veux dire, ces gens-là, c'est un aveuglement politique. Je sais pas, ils sont nés avec... Quand ils arrivent au Parti Socialiste, on va leur mettre un espèce de bandeau. Ça rappelle la cérémonie du bandeau. Donc il a pris ce risque, tout en sachant que les extrêmes droites étaient tapies dans l'ombre et qu'elles allaient surgir si jamais le référendum était traduit par un échec. Ah, le référendum est un échec. Mais je crois qu'un référendum, c'était une question. Donc c'est un échec parce que ils n'ont pas bien répondu à la question. C'est ça. Parce que moi, je croyais que c'était une question qu'il fallait respecter, donc pour un échec. Mais on n'en sait rien en plus, c'est un échec. Hein, et l'extrême droite tapis dans l'ombre. Après, vous savez, c'est cette espèce de gens, c'est comme quand si vous parlez d'Internet. Donc il y a une extrême droite là, tapis dans l'ombre, qui a un couteau entre les dents et qui va vous sauter au cou dès que vous allez vous sortir à la lumière. Non mais qu'est-ce que c'est que cette pensée, voilà, espèce de doxa, voilà, sur l'extrême droite qui met en embuscade et en plus qui au passage d'ailleurs a pour but d'assimiler toute personne qui veut sortir de l'Union européenne à quelqu'un d'extrême droite. Là, le fameux pas d'amalgame, là, on n'entend pas. Hein. Donc c'est une double responsabilité qui a été prise. Non seulement une responsabilité à l'égard du pays, mais ça c'est aux citoyens de ce pays d'en décider, une responsabilité à l'égard de l'Europe qui subit un choc, qui subit une fracture, mais dont nous allons nous relever et dont nous allons tirer quelque chose de positif pour être... Et vis-à-vis de la... nous allons nous relever, nous allons tirer quelque chose de positif. Le Parti Socialiste, moi je prédis, alors là, un jour les Nostradamus, que franchement, voilà, le Parti Socialiste, faut pas rêver, il va s'effondrer. Hein, il est déjà mort, hein, Madame Royale, donc oui, on va se relever, machin, bon. Hein, vous ambitionnez beaucoup maintenant. On aurait dit, c'est son discours, c'est toujours ça, c'est un peu une espèce de... Elle dit qu'ils ne veulent pas punir, mais en même temps, oui, on va se relever, on a eu un choc, on ne nous a pas demandé notre avis. Quoi, mais c'est vraiment quoi? C'est qu'elle voulait vraiment donner son avis dans un référendum qui concerne les Britanniques. C'est quand même une indécence, quoi, hein, des gens qui se prétendent républicains, démocrates toute la journée, les valeurs de la République et la démocratie et les machins, etc. Enfin, hein, vous connaissez toutes
leur millefeuille argumentatif, hein, là, pour le coup, eux, ils en ont un, hein, puis ils ont le lexique qui va avec, hein, monsieur, encore pour Reichstadt, hein, c'est une expression favorite, mais voilà, hein, qui s'intéresse d'ailleurs plus à ces gens-là, parce que eux, ils sont plus, c'est plus eux les vrais complotistes. L'extrême droite et de tout. It's not David Cameron's fault that Marine Le Pen is increasingly popular in your country. C'est And vrai. that when she delivers a message which is deeply Eurosceptical, which is now demanding a referendum, how are you going to persuade French people that she hasn't got a very Mais nous strong ne ferons pas point? l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Ah, on fera pas l'erreur de David Cameron, c'est-à-dire que pour elle, organiser un référendum, c'est une erreur, hein, c'est une erreur. Ah ben oui, le peuple est instrumentalisé, il y a l'extrême droite tapis dans l'ombre et il pourrait mal voter. Hein, mais ça vous montre aussi toute la démocratie, hein, qui anime cette dame, hein, et l'ensemble du Parti Socialiste, j'en doute pas, hein, qui sont sur cette longueur-là. C'est-à-dire que pour eux, un référendum, c'est un piège, c'est quelque chose, voilà, hein, c'est une erreur de poser la question à quelqu'un s'il a envie de participer à quelque chose ou pas. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Ah bah, ouais, tu peux nous l'affirmer parce que tu flippes, forcément. Parce qu'elle nous dit ça avec son air, et puis voilà, elle fait très peur. Hein. De toute façon, Ségolène, il paraît qu'elle est assez violente dans le privé, paraît-il. Mais ce serait pas étonnant parce qu'elle a une espèce d'air sévère. Hein. On aurait dit je l'imagine en barésie talon avec le. Tu sais, la petite cravache. On n'ira pas faire référendum. C'est une vraie maîtresse. Hein. Ah ouais, elle fait flipper. But that Parce que nous is, savons comment in ça marche. essence, Nous saying savons- that nous you savons- will never allow the French people to have their own fundamental say on whether ben, or nous not le they ferons want to pas. be in the European Union. Nous ne le ferons pas. En tout cas, les You responsables don't believe in politiques qui sont... democracy? Non, Non. Vous croyez en la démocratie? Non. C'est bon. Moi, cette séquence, elle est juste fantastique. Ah, nous ne le ferons pas. J'ai dit, ambiance, j'ai ma cravache. Et vous croyez en la démocratie? Non. Hein, et puis en plus, là, hein, du point de vue synagogique, on pourrait trouver tout un tas de choses, j'imagine. Mais c'est absolument fantastique, quoi. Vous croyez en la démocratie? Non. Non, je ne crois pas en la démocratie. Bah, bien évidemment qu'elle ne croit pas en la démocratie. Bon, ça, on l'avait compris. Mais elle est quand même extraordinaire, quoi, Ségolène Royal. Elle ne croit pas... vous voyez, je peux vous l'assurer, on ne fera pas de référendum. Ah ouais, là oui, voilà. Besoin, effectivement, là, de... Ségolène, on va t'embaucher là, parce que moi je l'imagine avec ça, Ségolène Royal, hein, c'est en grande maîtresse et tout. L'Union Européenne, tu veux sortir de la France? Non, je fais rester, on va rester, Ségolène, pas de souci. nous croyons en la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Oula. Donc non, mais nous croyons à la démocratie, aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Ah bon? Parce qu'il y aurait donc des bonnes questions et des bonnes réponses. Il y a donc des mauvaises questions. Mais peut-être quoi, des bonnes réponses aussi. Parce que il y aura des bonnes et des mauvaises questions. Mais moi, Madame Royal, il me semble qu'en démocratie, il n'y a justement pas de bonnes ou de mauvaises questions. Et toutes les questions peuvent se poser en démocratie. Hein, parce que si ça concerne le public, en particulier l'Union européenne et la place qu'elle a, eh ben ça concerne tout le monde, Madame Royal. Parce que la bonne question, ça n'aurait pas été ce que vous êtes Well, pour. I don't think it's democracy if you only think one answer is right and the Si, other je vais is vous completely expliquer. unacceptable. La bonne question, Voilà, le journaliste la reprend pour lui dire, mais attendez, moi je pense pas que c'est la démocratie, vous pensez qu'il y a des questions qui sont inacceptables. C'est le principe de base de la démocratie, en théorie. Normalement, on vous pose, hein, vous pouvez poser toutes les questions. Hein, voilà, et après, ce sont les réponses qui sont données, et après on choisit. Mais il n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions de base. Hein, et ça, justement, c'est antidémocratique. Mais bon, ça, hein, on est dans un monde inversé, c'est le monde d'Orwell. c'est pas de savoir oui ou non ce que vous voulez sortir pour l'Europe, parce qu'à ce moment-là, les gens votent pour autre chose. Bon, la question n'est pas de savoir si vous voulez sortir pour l'Europe. Elle a du mal hein, avec sortir de l'Union Européenne. Hein, vous l'avez remarqué, ça fait beaucoup de rétropédalage. Et les gens répondent pour autre chose. Et elle tourne la tête. Hein, d'ailleurs, voilà, point de vue synagogique, on pourrait se poser plein de questions. Ça n'est pas très à l'aise. Parce que les gens votent pour autre chose. Bah oui, il y a des extrêmes droites tapis dans l'ombre et puis ils sont tellement cons, ils sont instrumentalisés. Il faut vraiment, vous voyez, un peu la rhétorique qu'ont ces gens-là, les européistes. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui veulent sortir de l'Union Européenne, ils sont instrumentalisés, ils savent pas ce qu'ils veulent. Les gens votent pour autre chose. Et ben moi, je vous dis non.
Parce que dans la Constitution de 2005, eh ben, les gens, ils ont voté non à la Constitution de 2005. Ils n'ont pas voté pour autre chose. Moi, je fais partie des votants, je peux vous assurer, comme tout le monde, j'ai lu le traité européen parce qu'ils avaient eu la bienveillance de nous en donner les extraits qui étaient distribués dans toutes les boîtes aux lettres. Et comme beaucoup de gens, certainement, vous voyez, on nous a filé le truc, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on l'a lu, et on a compris qu'il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas. Beaucoup de choses même qui ne nous plaisaient pas dans ce traité. Voilà, donc on n'a pas voté pour autre chose. Ça, c'est faire passer les gens pour des cons, mais ça, on est habitué, hein, le Parti Socialiste, hein, le mépris le plus total du peuple. Voilà où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Ils votent pour changer de gouvernement, ils votent parce qu'ils ont compris qu'ils sont instrumentalisés dans un vote, etc. Bah, c'est complètement faux, parce qu'ils votent pour changer de gouvernement. En 2005, le peuple a voté non, il n'y a pas eu de gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas effondré. Hein, donc c'est une bêtise qu'elle nous dit. On vote pour changer de gouvernement. Bah non, la preuve que non. La question, c'est quelle Europe voulez-vous? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de ceci? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de cela? Est-ce que vous voulez une Europe approfondie? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'engage sur telle et telle valeur? Là, ça aurait un sens. Ah bah oui, mais ça fait 30 ans, Madame Royale, que vous nous racontez ce genre de salade, qu'on s'engage sur l'Europe qui ceci, l'Europe cela, mais ça veut rien dire tout ça. C'est comme l'Europe sociale, l'Europe je sais pas quoi, l'Europe machin, hein, l'Europe mes fesses aussi, on pourrait là... Non mais il faut arrêter à un moment donné avec cette espèce d'Europe à la carte mythifiée qui n'existe pas. Il n'y a pas, l'Europe elle est comme elle est et elle ne pourra pas la changer. Et personne ne pourra la changer parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité qu'elle est comme elle est l'Europe. Voilà, tout simplement. Hein, et quand vous allez rentrer dans le fond du sujet, tous ceux qui vous vendent cette autre Europe, ah ouais, l'Europe... C'est du vent, ce sont des chimères, c'est des moulins à vent, c'est du don quichotisme, ça, Madame Royale, vraiment, mais le plus haut niveau. Donc là, à ce moment-là, on peut faire des débats démocratiques au sein d'un pays pour savoir ce que veulent les citoyens par rapport à l'Europe. Et moi-même, je vais vous dire une chose, je suis scandalisée parfois de la façon dont fonctionne l'Union européenne. Parfois, je découvre qu'il y a des comités d'experts qui décident à ma place, moi, ministre de l'Environnement. Elle est quand même extraordinaire, cette Ségolène. Non, mais alors là, c'est quand même la cerise sur le gâteau, là. Hein. Elle nous explique que, en fait, oui, bah non, mais vous savez, même moi, en tant que ministre, je suis scandalisé parce que l'Union européenne prend des décisions à ma place. Mais tu viens de nous dire que tu trouvais ça très bien, qu'elle voulait pas sortir de l'Union européenne, que non, on va même pas leur poser la question. Mais alors pourquoi elle se plaint? Elle se plaint de quoi exactement, hein, elle trouve ça très bien. Alors que précisément, c'est ce que pointent du doigt ceux qui veulent sortir de l'Union européenne parce qu'on a perdu notre souveraineté. Elle nous le dit, elle est toute ministre, vous voyez, elle nous le dit. Hein, ce que répètent à longueur de temps les Hillard, les Asselineau toute la journée, que cette Union européenne a tout volé, bah, vous voyez, la ministre, elle le confirme. Et en plus, pour défendre l'Europe, c'est quand même extraordinaire. Both ways. You can't tell me that, yes, you too find the European Union frustrating, and then tell me in the next breath that you and your president want more Europe, you want deeper, more federalism, more integration. I mean, either you want more Europe or you don't, and if you do want more Europe, many, particularly perhaps in other parts of the European Union, like Eastern Europe, are not with you. The Czech foreign minister just yesterday said that Brexit in the end can be held, the fault for it lies with Jean-Claude Juncker, the president of the Commission, and a mentality of federalism in Brussels. And he says that Juncker and people like him need to get out. C'est très intéressant, il dit que le ministre tchèque donc, a fustigé Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission, et qui devrait démissionner parce que c'est justement ces positions fédéralistes folles hein, qui entraîne ce désaveu total des Européens, justement, de cette Union européenne. Et il reproche, justement, il parle de cette contradiction de Ségolène Royal. Vous plaignez que l'Europe prenne des décisions, mais vous en appelez à plus de fédéralisme, plus d'Europe, l'intégration totale. Et il y a une complète contradiction. Hein. Excellente interview, d'ailleurs, question tellement pertinente de journaliste. Need to resign. So there are real divisions now inside the European Union. Mais il y a toujours eu un débat sur est-ce qu'il faut une Europe fédéraliste ou une Europe des nations. Moi, je suis pour les États d'Europe unis. Je suis... La reine du sophisme. Est-ce qu'il faut une Europe des nations ou une Europe fédérale? Moi, je suis pour les États d'Europe unis. D'accord, Ségolène, explique-nous la différence entre les États d'Europe unis, les États-Unis d'Europe et le fédéralisme européen. Parce que là, ça devient très très compliqué. Je vous ai dit la reine du sophisme. Hein, là, elle a pris ses galons, elle a pris son titre. Hein.
pour une Europe des nations, je ne suis pas pour une Europe fédéraliste, ce n'est pas le choix d'ailleurs qu'a fait l'Union européenne. Donc lorsqu'il y a des dérapages, c'est-à-dire lorsque effectivement la Commission européenne prend trop de pouvoir par rapport au Conseil européen ou par rapport au Parlement européen, il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre quand on prend trop de pouvoir, mais c'est prévu par les traités, Madame Royale. C'est prévu par les traités, bon sang, faut qu'on arrête de mentir aux gens. C'est prévu par les traités, c'est comme ça, ce sont des domaines de compétences. Donc c'est la Commission qui décide. Et si la France, elle n'applique pas, elle prend des amendes. Hein, et après, il y a Mélenchon, il vous dit « Ah, mais on ne payera pas les amendes. » Mais vous les paierez, les amendes. Donc ça, c'est encore se moquer des gens, des gens comme si on ne comprenait pas comment l'Union européenne fonctionne. C'est vrai que le kidam moyen ne sait pas. S'il voit Madame Royale, peut-être qu'il peut l'avaler. Mais des gens comme vous, informés, voilà, un minimum, vous ne pouvez pas avaler ces sornettes, quoi. Effectivement. Et que lorsque la Commission européenne, pire que ça, non seulement prend trop de pouvoir, mais délègue des pouvoirs à des comités d'experts, et où les ministres qui sont politiquement responsables ne sont même pas au courant d'un certain nombre d'actions, à ce moment-là, il faut remettre de l'ordre. Et plus d'Europe, ça ne veut pas dire plus d'Europe fédérale. Ah bon, plus d'Europe ne veut pas dire plus d'Europe fédérale, mais ça veut dire quoi alors, plus d'Europe? Parce que là, on est déjà dans un système où ils décident de tout. Hein, et elle nous le dit, elle nous en fait l'aveu. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus de ça? C'est quoi l'étape d'après? Ou ça ne veut pas dire plus de pouvoir à la Commission. Plus d'Europe, ça veut dire mieux d'Europe. Ah, le sophisme, quand tu nous tiens. Plus d'Europe veut dire mieux d'Europe. Hein, mais ça fait 30 ans hein, que le Parti Socialiste vous vend « Changeons l'Europe » depuis 1979. C'est quand même extraordinaire. Fact is, and I'm sure you look at the opinion polls just like I do, that the French are increasingly Eurosceptic as a whole, but also the Front National, which is the voice of Euroscepticism in France, is increasingly popular. The reason the Front National are so popular, frankly, is because the established parties, including yours, the Socialist Party, have failed the French people. Le Front National était en 2002 au second tour de l'élection présidentielle, il ne l'a pas été en 2016. Ah oui, d'accord. Effectivement, il était en 2002, il n'a pas été en 2007. Je rappelle que c'était Ségolène Royal qui était aussi dans cette élection contre Sarkozy. Et là, ce qu'elle dit est fantastique. Il veut dire que les responsables politiques, lorsqu'ils savent répondre aux aspirations des citoyens, ils sont capables de faire reculer le Front National. Non mais, c'est extraordinaire. Surtout ceux qui se rappellent que le Front National en 2007, si il n'est pas, le Front National, si il n'est pas arrivé dans cette élection au deuxième tour, évidemment, c'est parce que Sarkozy avait siphonné les voix du Front National, avec ses discours particulièrement anti-immigration, justement, sur l'identité nationale, etc. Il a fait vibrer, en fait, tous les sujets, toutes les thématiques qui étaient chères à une grande partie des électeurs du Front National, et ils se sont tous fait avoir, ils ont tous voté Sarkozy, en se disant on a de meilleures chances avec Sarkozy. Et ils ont bien vu que Sarkozy était un mondialiste comme un autre, hein, on remplace, et ça revient au même. Et je la trouve quand même assez culottée de dire quand les responsables politiques font leur boulot. Bah, dans ce cas, qu'elle remercie Nicolas Sarkozy alors, parce que c'est lui qui a fait le boulot, hein, c'est pas Ségolène Royal. Deuxième observation, le Front National n'est pas populaire uniquement parce que il prône la sortie de l'Europe. Le Front National est populaire parce qu'effectivement les partis traditionnels ont du mal à gagner de la crédibilité. Exact. Les partis traditionnels ont du mal. Ah bah oui, c'est sûr qu'avec des représentants comme vous, Madame Royal, n'attendez pas un sursaut des Français envers les partis traditionnels. Les partis traditionnels ont du mal à gagner de la crédibilité. Bah c'est sûr qu'avec des discours comme on vient de le voir, la crédibilité elle va être fortement atteinte dans les partis traditionnels, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Donc oui, le Front National, il gagne parce que, en fait, les autres racontent n'importe quoi. C'est ce qu'elle nous explique. Bon, bah écoutez, au moins, si on partage au moins la même analyse, c'est déjà pas mal. Ont perdu la confiance, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il n'y a pas assez de visibilité sur le futur. Non, il n'y a pas assez de visibilité sur le futur. Mais ils sont aux manettes, bon sang, mais c'est pas possible. Les partis traditionnels, c'est eux qui manient la France depuis 50 ans, 60 ans, 100 ans, depuis la Révolution française, même si on veut. Mais faut arrêter. Et on n'a pas de lisibilité sur l'avenir. Mais qu'est-ce que c'est que Voilà, et puis le journaliste essaie de lui en placer une sur son parti, mais il va pouvoir lui placer plus tard en lui disant, mais attendez, à commencer déjà par votre parti, hein, parce que votre parti est particulièrement pas crédible. Voilà, il y a du travail à faire. According to the French historian Marc Lazare, he says the party, the socialists, deeply divided on almost every subject. Your membership is in decline. In a way, you appear to be abandoned by the working class voters who used to be
the foundation of the Socialist Party, they now look to Marine Le Pen because they believe she represents their interests more than you do. Ça c'est de quoi l'énerver. Chose que les journalistes français, effectivement, hésitent des fois à dire aux socialistes, mais c'est la réalité. Vous avez trahi vous avez réellement trahi l'électorat de base traditionnel de gauche, ouvrier, qui votait pour vous, et qui aujourd'hui va voter Marine Le Pen parce que effectivement, il pense que ses intérêts sont beaucoup mieux représentés par le Front National que par des socialistes à la sauce Coca-Cola, quoi, hein, quand même. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas haut dans les sondages, si c'est ce que vous voulez dire. Ça l'a fait rire, ouais, on n'est pas haut dans les sondages. C'est un doux euphémisme, hein, parce que quand on a, comme Hollande, 12% d'opinion favorable, je me demande même pas s'il faut pas monter le chiffre, parce que moi, j'en rencontre jamais. Il faudrait qu'on me dise un jour où sont ces 12%, c'est comme les 35% de Macron, hein. Je sais pas où ils sont les opinions favorables, les 12% de favorables de Hollande. Je ne sais pas. Qu'on m'explique, hein, je sais pas. Ce qu'il faut regarder, c'est au moment des élections ce qui se passe. Et par conséquent, effectivement, c'est de se ressaisir. On regarde aux élections ce qui se passe. La dernière fois, c'est le Front National qui a qui a pas tout remporté, mais qui a fait un raz-de-marée. L'élection, pareil, au municipal, c'était le Front National, la star. Au régional, aux européennes, franchement... ouais, il faut regarder ce qui se passe. Ce qui se passe en France, c'est que dans la majorité des régions, s'il n'y avait pas une triangulaire et ce système où le Parti socialiste s'est retiré d'un certain nombre de régions, plusieurs régions auraient été Front National. Il faut quand même s'en rendre compte. Hein. Donc ouais, regardons ce qui se passe dans les élections, je suis d'accord. C'est de gagner la bataille contre le chômage, c'est de donner de la visibilité à l'avenir du pays, bien évidemment. Je crois qu'il y a un gros travail à faire. Là, il y a une réforme du marché de l'emploi qui est difficile, effectivement. But right now, Une réforme qui est difficile. C'est moi qu'on... Ça aussi, c'est des doux euphémismes, une révolte difficile. Ouais, des grèves, des machins, ils peuvent plus aller... Qu'elle y aille, Ségolène Royal, hein, devant le peuple, hein, j'aimerais bien la voir maintenant. Qu'elle aille se présenter, elle, si sympathique, si proche des gens. Hein. President Hollande is in a battle with the unions who say that he has fundamentally betrayed the interests of working people by pushing through a neoliberal economic agenda, changing labour law to make it much easier to fire workers, to extend hours. Again, the Socialist Party seems to be lost. You seem to have lost your sense of who you are and who you represent. Ah oui, qu'est-ce qu'elle rapporte à cette trahison du Parti Socialiste envers, évidemment, les classes qui ont toujours traditionnellement voté pour lui, parce que défendant les intérêts des ouvriers, aujourd'hui on est loin de ça. Aujourd'hui, le Parti Socialiste ne défend plus les intérêts des ouvriers, il défend les communautés, les projets sociétaux, le transgenre, je sais pas quoi, la théorie à l'école, enfin vous voyez, la sexualisation des enfants, ça les intéresse, mais les ouvriers, c'est plus leur problème. Parce qu'on est dans un système mondialisé, compliqué, où il faut à la fois réformer le marché du travail, si on veut en effet que les entreprises investissent et créent de l'emploi. Ouais, un marché mondialisé, compliqué, c'est tellement facile de dire ça, oui, mondialisé déjà, qu'on revient à l'histoire de la mondialisation, mais certes, on y est. Mondialisé, compliqué, c'est simple. C'est une ouverture asymétrique avec des pays où des gens vont être payés 3 bols de riz pour pouvoir vous vendre des choses, et nous, on va vous demander d'appliquer des trucs, machins sociaux, etc. Évidemment, ces pays-là vont nous balayent, hein, oui, dans ce monde mondialisé, mais c'est eux qui l'ont voulu, qui l'ont bâti, ce monde mondialisé. C'est eux qui ont bâti ces règles-là, qui les ont soutenues. Donc, Madame Royal, maintenant, elle va nous expliquer, c'est un monde mondialisé, mais vous avez contribué à arriver à cette situation-là sans demander l'avis des gens, d'ailleurs, s'ils étaient d'accord ou pas. Parce que de toute façon, il faut pas qu'ils posent, faut poser des bonnes questions. Je vous l'ai dit. Donc ça, il ne faut pas les poser les gens de questions. En même temps, on ne veut pas le faire en portant atteinte au modèle social français. Vous savez, la France est le seul pays où on n'a pas reculé en termes de niveau de retraite. On n'a pas reculé en termes de protection sociale. C'est un modèle social qui coûte cher, mais auquel nous sommes profondément attachés. Les gens... Ouais, enfin, il coûte cher, c'est un fait. Et justement, les gens ont envie de se détacher de certains aspects, parce que ce modèle social, aujourd'hui, ne profite plus qu'à une toute petite classe. Hein, c'est la classe très inférieure, mais tous les gens qui sont un tout petit peu au-dessus de ce niveau-là, ils n'ont rien. Et ça, c'est l'essentiel des Français. Par contre, ils payent pour tout le monde. Donc eux, ils commencent à en avoir assez de ce système-là.
du monde entier viennent se faire soigner en France parce que nous avons le système de soins le plus performant et qui est accessible à tous. Ah bah oui, bah ça aussi, c'est peut-être faut se poser des questions parce que notre système de santé qui était très bien, c'est vrai qu'il est encore très bien, mais c'est absolument pas normal évidemment qu'on offre des soins évidemment à tout le monde, à tout va, quoi. Ça, c'est le modèle social français. On va continuer la réforme, oui, parce que c'est important pour que les entreprises, en effet, à la fois de la sécurité et en même temps de la souplesse pour investir. Bon, on ne connaît rien en économie, ça c'est leur grand mot, flexi-sécurité, oui, la souplesse, machin. Souplesse, ça veut dire des salaires plus petits, hein, et sécurité, c'est la sécurité de l'entreprise de vous renvoyer quand on peut. Voilà, c'est ça. Mais personne n'est capable de citer un seul dispositif de cette loi qui est contre les travailleurs. Ah bah ça, par contre, on ira demander à tout un tas de gens, moi je peux en citer, demander à Jimmy Dalidou qui était venu ici, il y en a tout un tas de gens qui ont tout un tas de griefs, donc je sais pas, ça c'est encore un mépris vraiment total, un mépris du peuple, mépris des gens, comme si les gens ne peuvent pas penser par eux-mêmes, ils sont instrumentalisés, ils sont pas capables de citer un truc, voilà, oui, moi Madame Royale, si vous voulez, j'organise un débat quand vous voulez. Il n'y a pas de disposition de la loi contre les travailleurs. Madame Royale, you are a very experienced politician. C'est une politicienne très expérimentée, hein, c'est la reine du sophisme, hein, il a remarqué. Run for the presidency before, you're still a very senior voice in the Socialist Party. You know your party's in crisis. I mean, Mr. Hollande's ratings are the lowest in French history. I think pretty much 80% of the French people disapprove of what he's doing, and 75% say that on no account should he consider running for the presidency again. So what's your party going to do? Either you're going to have to find a new candidate, or you're going to have to accept that the next presidential election is lost. Non, ce qui a été décidé, c'est de faire en sorte qu'il y ait une primaire au mois de décembre. Ouais, la fameuse primaire. Bon, on va suivre ça avec le peu d'intérêt, mais c'est vrai que ce sera un petit coup de tonnerre si Hollande ne se présentait pas, on sent là les Macron, les Valls en embuscade. On va voir. Donc, vous n'avez plus longtemps à attendre. Vous saurez dans 6 mois s'il y aura une primaire à gauche. Vous saurez dans 6 mois s'il y aura une primaire à faire un lapsus. C'est ça qui est intéressant. Pour dire qu'ils ne sont pas très clairs dans leur histoire de primaire. Je vous dis, c'est vraiment le trouble artistique, le flou artistique. You know, I've been reading the French press. Il dira. You look very excited, and I've been reading the French press, and some French commentators believe that you and your approval ratings are much higher than François Hollande's, that you are now, again, a credible candidate for the... Ça, c'est marrant. François Hollande est tellement bas qu'il dit... Les sondages, ils donnent Ségolène devant Hollande. Ah, je rappelle, elle avait quand même perdu l'élection, mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Socialist Party to be president, along with Mr. Valls maybe, and Mr. Macron possibly. Are you going to run? Non. Mais moi, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Elle n'est pas dans cette logique-là. Déjà, nous crame Valls et Macron un peu. On va le voir comme ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire effectivement la gauche est très basse dans les sondages, le Parti socialiste va mal. Ça l'a fait beaucoup rire, hein, visiblement, Ségolène, bon, elle est assez enjouillée, ça l'enjaille un peu, cette déchéance de la gauche, bon, bah, je trouve ça assez drôle, c'est marrant. Il y a les sondages sur le président que vous évoquez, mais vous savez, on est au service d'une cause, d'un pays. On fait le mieux possible jusqu'à la fin de notre mandat. Let's end this interview by going back to the beginning. We began by talking about the explosion that has happened in Europe because of Brexit. Oui. What Europe needs right now is strong leadership. Is it Angela Merkel? Is Europe going to have to rely on Angela Merkel? Je ne vais pas personnaliser les choses. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un va surgir des prochaines élections, je ne sais pas. Voilà, quelqu'un va surgir des prochaines élections. Marine Le Pen, par exemple, voilà. Mais ce qu'il faut, vous voyez, c'est du leadership intelligent. Les gens sont intelligents. Ah, les gens sont intelligents maintenant. Bah, je croyais qu'ils étaient instrumentalisés, l'extrême droite tapis dans l'ombre, ils votaient pas comme il fallait, quand ils votaient, c'est pour répondre à d'autres questions. Mais ils sont intelligents. Hein. Oula, c'est pour dire avec ce qu'elle appelle intelligent. Donc si on leur pose une question, vous voyez, il y a eu un manque de respect de l'électorat. Je vais être assez dur. Il y a eu un manque de respect de l'électorat. Non mais non mais c'est vraiment le monde d'Orwell.
Elle te dit qu'il y a eu un manque de respect de l'électorat. Alors que tout ce qu'on vous a dit avant, ils sont pas intelligents, machin, enfin ils sont instrumentalisés, et c'est l'électorat qui a pas été respecté parce qu'on lui a posé une question. Non mais c'est le monde à l'envers. Là je vous dis, c'est vraiment une inversion accusatoire. Donc poser une question, c'est vraiment un manque de respect. Et vous voyez, quand on pose une question à un électorat, eh ben, il faut anticiper la réponse qui va venir, ou alors il faut être à la hauteur de la campagne qui est menée. Quand on pose une question, il faut anticiper la réponse. Ah bon? Ça, c'est comme la bravitude. Hein. On va inventer la ségolinitude. Parce que quand on pose une question, il faut anticiper la réponse. Ben, justement, le but de poser une question, c'est quand on ne connaît pas la réponse. Madame Royale, enfin. Ah, il faudrait poser que des questions dont on peut anticiper la réponse. Mais je vous dirais pourquoi poser la question si vous pouvez anticiper la réponse. C'est quand même extraordinaire. Alors, je vous dis, là elle bat tous les records, hein, Ségolène. Hein, elle est quand même extraordinaire. Là. Parce que c'est trop grave ce qui se passe. On ne peut pas instrumentaliser pour sa propre cause des sujets aussi importants qui mettent par terre 60 ans d'efforts. Pour sa propre cause. Cameron aurait travaillé pour sa propre cause, il a démissionné, mon Dieu. Quelle cause? Il est reparti de Wivdeg, Cameron. Quelle cause? C'était quoi sa cause? 60 ans d'efforts de construction. You are very, very, very angry with David Cameron, aren't you? Ah oui, je pense que c'est très grave ce qui a été fait. C'est David Cameron, c'est grave. Ah bah, comme ça évite de dire les Britanniques, c'est facile, hein, le pauvre, c'est la faute de David Cameron, c'est lui, c'est ça la raison qui fait qu'elle est fâchée, Ségolène, elle est fâchée contre Cameron, c'est tout ce qu'elle retient de ce Brexit, et la décision des Britanniques qu'on doit respecter, qui sont intelligents, mais instrumentalisés, qui votent pas dans le bon sens, ça par contre, pas de problème. C'est très très grave, on s'en relèvera. Peut-être que d'une crise, peut-être que de cette crise, on en sortira peut-être le meilleur, c'est ce que je souhaite. Carrément, on en sortira le meilleur. Mais l'Europe, elle est en feu, Madame Royale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais investir mon énergie pour que de cette crise sorte le meilleur et que finalement l'Europe, qui est très secouée aujourd'hui, puisse prendre ses marques et faire des choix et se restructurer pour des choses positives. Sophisme, ouais, l'Europe va prendre ses marques, se restructurer pour les choses positives. Mais comment? Tout est déjà là, Madame Royale. Les traités européens, ils sont déjà là. Qu'elle va se restructurer comment? Quoi, sans la Grande-Bretagne, c'est tout. Mais il n'y a pas de quelle restructuration. Mais c'est quand même très très grave. And if you were in this room, not with me, but with David Cameron, and you had the chance to tell him what you thought of his decision-making and his legacy, as he's now about to leave office, so we can think about his legacy, what would you say to him? Est-ce que je lui dirais, mais ce que je viens de vous dire, il va peut-être me regarder d'ailleurs, je vais lui dire, mais je lui dirais la même chose. D'ailleurs, je pense qu'il s'en rend compte, c'est un homme très intelligent. Et vous voyez, le vice initial de la question, c'est d'avoir annoncé cette question en 2013. Ah, ça, c'était le vice. Ah, c'est le vice. Attention, il a annoncé la question avant. Il est vicieux, tu vois. Ça, mon Dieu, quel vice. C'est évidemment d'avoir pris le temps, tu vois, pour poser une question quand même qui va jouer l'avenir de la Grande-Bretagne pour les 50 ou les 100 prochaines années. Ah, quel vice d'avoir présenté cette question-là avant. Ah oui, mon Dieu, c'est un vice de la part de David Cameron. Donc il savait qu'il allait faire un référendum en 2013 pour pouvoir gagner des voix au sein de son parti. Puis il a pensé que ça lui ferait gagner des voix au sein du pays. Mais quand on instrumentalise un vote aussi important qui touche pas seulement son pays, mais 28 autres pays, et qu'on le fait pour des raisons de politique interne, c'est déjà arrivé en France. Ah bon? Ça arrive en France? Ah bon? Ça arrive en France? Parlez-moi donc, c'est ça, Madame Royale? C'est quoi le référendum? La Constitution de 2005, pour laquelle vous étiez pour, certainement. Mais bon, la mémoire doit flancher, mais c'est déjà arrivé en France avant, parce que le référendum, il y a eu Maastricht en 92, et il y a eu le référendum en 2005. Il n'y a pas eu d'autres questions sur le référendum depuis en France. On fait un référendum tous les 10 ans ici, donc non, Madame Royale, non. Chaque fois qu'il y a eu des questions instrumentalisées de politique interne, ou d'intérêt personnel en prenant en otage un électorat, ça ne s'est jamais bien terminé. Donc ça fait très longtemps que les responsables politiques instrumentalisent des votes à leur profit et que ça leur retombe sur la tête. Mais le problème, c'est là que ça retombe sur la tête de 400 millions de citoyens européens. C'est ça la différence. C'est pour ça que c'est particulièrement grave. Ségolène Royal, we have to end there, but thank you very much for being on. Thank you.
Ah là là, Ségolène Royal. Bon, bah voilà. Là, vous avez vu vraiment, je trouve qu'on était dans vraiment l'instant politique qui démontre encore une fois que on a une gauche complètement aveugle, des gens qui ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer, ou alors ils font semblant de ne pas comprendre. L'Union européenne est en train de s'effondrer. Le Brexit, ce n'est que le début, de toute façon, d'un questionnement. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais au moins les choses sont claires. Maintenant, on peut poser ces questions-là, et ces questions-là, elles se poseront aussi en France. Et d'ailleurs, moi, je vous annonce que nous aussi, on ambitionne de faire un reportage aussi sur le Frexit. Je vous en parlerai un peu plus en profondeur à la rentrée. Mais en tout cas, c'est aussi, nous, notre ambition, de comprendre et d'aller à la rencontre des acteurs de ce Frexit, les véritables acteurs. Et peut-être bien qu'on essaiera d'avoir Madame Royal. Je pense pas qu'elle acceptera, mais ce sera intéressant puisqu'on va faire participer évidemment tout le monde dans ce reportage. En tout cas, je vous en reparlerai. On va faire une petite pause avant d'accueillir Werner, émission spéciale Elijah minuit. Et oui, ça continue, c'est comme ça sur Meta TV, c'est l'été, mais il n'y a pas d'heure évidemment, donc on va continuer la soirée ensemble. En tout cas, restez connectés pour la suite du programme, pour ceux qui sont encore debout, mais de toute façon c'est l'été, vous ne dormez pas, vous êtes tous sous les chaleurs tropicales, en train de siroter probablement un verre de bière, pour ceux qui boivent de l'alcool, pour les autres, verre de jus de mandarine, et puis certainement, en tout cas, voilà, le bon temps, parce qu'il fait chaud, hein, même ici dans ce studio. Donc on fait la pause, et puis alors on revient juste après, on continue avec le rap, et vous êtes bien sur la libre antenne, et c'est bien l'émission spéciale été, à vous, la régie.